typiquement suscite beaucoup plus d'intérêt qu'on ne le croit. Quelles sont les valeurs? Quelle est l'ambition? Quels sont les principes que nous voulons voir reflétés dans notre famille et dans nos entreprises? Le processus dont a parlé monsieur d'une charte familiale, plus que le document qui en ressort, peut aligner les personnes avant que les questions ne se posent. Questions comme qui et quand devient-on actionnaire? Comment s'organise l'accès à des fonctions exécutives? Et quelles en sont les conditions? Comment choisira-t-on les administrateurs familiaux? Quel est le rôle des pièces rapportées? Et plein d'autres questions qui, faute d'accord, risquent de créer des conflits plus tard. Deuxièmement, il y a le cercle des actionnaires qu'il va aussi falloir organiser pour assurer la pérennité, régler les transactions internes, sélectionner des membres de la famille capables et de confiance pour représenter la famille sur le conseil. Et alors là, il y a de nouveau des choix. Au niveau de l'actionnariat, il y a ceux qui préfèrent élaguer pour simplifier un peu la chose et avoir plus de force décisionnelle. Et il y a ceux qui restent tous ensemble. Il n'y a pas de règle. Mais n'oublions pas que le talent pour créer la richesse ou pour gérer n'est pas génétique. Et que la branche qui, dans cette génération, ne vaut pas grand-chose pour les affaires, aura peut-être les descendants les plus compétents et motivés. Ça s'est déjà vu. Quel que soit l'actionnariat, il est important que celui-ci s'organise pour donner au conseil d'administration sa feuille de route pour guider ses décisions stratégiques, telles que les domaines recommandés ou prescrits, le niveau de risque ou d'endettement que la famille est prête à supporter, le niveau de dividende qu'elle exige, et d'autres questions qui affectent l'actionnariat. Et une fois les choix d'actionnariat clarifiés et consentis, il y a plein de fiscalistes et juristes aussi ici présents qui peuvent vous aider avec les structures et les pactes d'actionnaires techniques, dont on va d'ailleurs parler plus tard. Le troisième élément important est le fonctionnement du conseil d'administration actif avec des représentants de la famille, représentatifs et capables, et suffisamment d'indépendants pour amener discipline et professionnalisation et pour faire contrepoids au management. Cela aide toujours à rendre les discussions moins émotionnelles. Les administrateurs indépendants sont aussi garants pour les membres actionnaires pas présents dans le conseil ou le management de la bonne conduite de l'entreprise. Et là aussi, une bonne charte de la gouvernance définira, entre autres, les rôles et les responsabilités du conseil, de ses comités s'il y en a, ainsi que la division des rôles entre le président et le CEO. Le vrai choix est si on opte évidemment pour la représentation sur le conseil par branche, ce qui se fait surtout dans les premières générations, ou si tôt ou tard on quitte la logique des branches à un moment donné pour toujours choisir ceux qui ont le plus la confiance et le plus de compétences dans toute la famille. Finalement, il y a la succession au niveau de la direction. Là aussi, les choix sont multiples. Il y a des familles qui la veulent exclusivement familiale. D'autres préconisent un management mixte qui associe membres de la famille externe, voire d'autres qui ne veulent plus de familiaux aux commandes opérationnelles pour éviter les problèmes de choix d'un côté et aussi parce qu'ils estiment qu'il y a plus de talent sur le marché que dans la famille. La succession au management n'est pas devenue plus facile. Où est-ce que je suis, pardon? Oui. Les cédants ne se sentent pas vieillir et vivent plus longtemps, grâce à Dieu. Les jeunes sont plus mûrs plus tôt et deviennent plus impatients. Et en même temps, le besoin de transformer les business models vient souvent plus rapidement. Il est donc important de s'y prendre à temps parce qu'une succession de dirigeants, en effet, prend du temps et se prépare, comme on a dit, longtemps en avance.
Des recherches ont montré que les membres de la nouvelle génération les plus entreprenants et les plus confiants en eux sont typiquement parfois moins intéressés à joindre l'entreprise, préférant de créer la leur. Comment s'assurer que nous attirons les meilleurs talents dans la famille? Comment repérer et intéresser les potentiels? Assessment externe, mentoring par un membre familial expérimenté, coaching par un professionnel, accès à l'entreprise supervisé par des membres externes du conseil, suivi de carrière régulier avec feedback, sont autant d'ingrédients possibles. Il faut aussi dire que la relève, finalement, n'est ni facile pour le cédant, ni pour le successeur. Laisser les rênes nous ramène à l'évidence qu'une grande partie de notre vie est derrière nous. Quitter ses fonctions et son entourage de toute une vie est un deuil. S'y ajoute la perte de statut social et de pouvoir. Comment aider le cédant à retrouver un autre sens à la vie? Comment organiser qu'il puisse continuer à donner un avis consultatif sans encombrer ses successeurs? Pour l'arrivant, c'est un autre choc. Pour l'arrivant, c'est un autre choc. Alors qu'il débute, tous vont évaluer ses premiers pas. Le mythe de son prédécesseur peut peser lourd. Beaucoup de son engagement dépend de la raison profonde pour laquelle il a rejoint l'entreprise. Est-ce qu'il craignait de ne pas être suffisamment fort de réussir à l'extérieur? A-t-il rejoint parce qu'il voyait un grand coup d'opportunité à ne pas joindre? L'a-t-il fait parce qu'il voulait ne pas décevoir son père? Ou l'a-t-il vraiment fait par affection pour l'entreprise et un vrai désir à contribuer, confiant de pouvoir le faire et voyant son rôle comme passeur à son tour? Un autre élément clé de la succession, pour moi, est la présence ou l'absence entre le cédant et les successeurs d'une vue commune sur ce qui, dans la stratégie et le business model, sera géré en continuité et ce qui va être mis en question. Vaste sujet qui malheureusement bute souvent sur le fait que le cédant voit tout changement comme un non-respect et un désavouement du passé. Et au contraire, c'est précisément le succès du passé et la croissance qui en découle qui mènent aux besoins de changement. L'inverse est vrai aussi. Pas mal de successeurs ont trop hâte à s'imposer leur marque et perdent dans le changement voulu la ligne conductrice et les valeurs de l'entreprise. En résumé, j'ai argumenté qu'une bonne succession dans le contexte d'une entreprise plus complexe et une famille plus nombreuse nécessite de la communication ouverte sur les questions délicates et une professionnalisation des structures, aussi bien au niveau familial, actionnariat, conseil et management. À la génération actuelle de s'accorder sur les règles qui vont structurer leur intervalle et le début de la succession. Cependant, à un moment, ils vont aussi devoir laisser l'occasion à la nouvelle génération de repenser leurs propres règles et de refonder les bases de leur collaboration familiale. À eux de le porter. Chaque génération doit se réinventer dans le respect des valeurs et des biens qui leur ont été transmis et doit choisir les entrepreneurs qui feront fructifier la richesse familiale pour tous. En conclusion, en tant que famille entreprenante, n'oublions pas de vue la mission familiale, n'oublions pas de communiquer, n'oublions pas que le manque de respect est l'ennemi, que la structure est notre ami, qu'être actionnaire n'est pas un droit, mais un job, que équitable n'est pas toujours égal et que égal n'est pas toujours équitable, qu'il faut toujours porter le bon chapeau si on a plusieurs rôles et toujours raisonner sur le long terme. Je vous remercie. Donc,
Merci encore une fois. Oui, parfait. C'est Majdi Hassan, c'est Mohamed Derbel ou Mohamed Derbel. Marhaba bikoum pour nous présenter donc l'enquête et les résultats de cette enquête auprès des groupes familiaux. Merci. Permettez-moi tout d'abord, en mon nom personnel et au nom de mes associés BDO Tunisie, de vous réitérer nos souhaits de bienvenue. Merci pour votre présence. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à l'Institut arabe des chefs d'entreprise, son comité directeur, son président Sid Ahmed Bozgenda. Merci également à Youssouf El-Qortbi pour sa parfaite collaboration pour faire réussir ce 5e forum de la gouvernance. En fait, un sujet extrêmement important, le passage du témoin deuxième, troisième génération. On accorde beaucoup d'importance à la création des entreprises, mais la transmission des entreprises, malheureusement, on ne met pas suffisamment de lumière là-dessus. C'est un sujet qui est traité pour la première fois en Tunisie, deuxième, troisième génération. Une enquête qui a commencé il y a plusieurs mois. Et là, je tiens à remercier Si Majdi Hassan et toute l'équipe qui a travaillé là-dessus, Marwa Ben Abdallah, Anis Abdel et toute l'équipe advisory de BDO. Et on va essayer aujourd'hui de vous présenter le résultat de cette enquête. L'entreprise familiale, eh ben, c'est une composante extrêmement importante, comme l'a bien dit, de tous les tissus, de toutes les économies du monde, et particulièrement en Tunisie, vu que le tissu entrepreneurial en Tunisie et le capitalisme familial, eh ben, la PME, l'entreprise familiale représente en Tunisie en moyenne 70% du PIB. On est dans la fourchette mondiale qui varie entre 70 à 90%. 2/3 des entreprises privées dans le monde sont des affaires familiales. 85% des startups créées grâce à des financements familiaux. De même, la part des entreprises familiales dans la création de l'emploi, on est dans une fourchette de 50 à 80% de création d'emplois dans le monde. Sauf que quand on va transmettre cette entreprise, ce passage de témoin, il y a un taux de disparition qui monte en crescendo. Donc, deuxième génération, 30% uniquement réussissent. C'est des statistiques au niveau des États-Unis. Malheureusement, en Tunisie, on n'a pas ces statistiques. Mais aux États-Unis, le passage à la deuxième génération, 30% uniquement réussissent à passer à la deuxième génération, 12% à la troisième génération et 3% uniquement réussissent à passer à la quatrième génération. Tout d'abord, faut-il définir ce que c'est une entreprise familiale? Eh bien, la littérature est là, il y a une définition qualitative et une définition quantitative. Donc, le qualitatif, eh bien, si on exerce une influence ou il y a l'empreinte de la famille sur l'organisation et la gestion de l'entreprise, on peut qualifier cette entreprise d'entreprise familiale. Et il y a une autre définition qui est plutôt quantitative, et là, c'est le pourcentage de contrôle dans le capital, et le pourcentage varie. Donc, à partir de certaines réglementations, certains pays considèrent que c'est une entreprise familiale. À partir d'un pourcentage de contrôle de 25%, on dit que c'est une entreprise familiale. D'autres pays considèrent que c'est une entreprise familiale à partir de 50%. Mais ce qu'il ne faut pas confondre, c'est l'entreprise familiale et la PME. L'entreprise familiale, c'est Family Activity, Family Business, et la PME, c'est une petite et moyenne entreprise. Ça n'a rien à voir. On peut avoir une PME en entreprise familiale, mais c'est deux choses qu'il ne faut pas confondre. La preuve, Facebook, c'est une entreprise familiale. Mark, son père et sa sœur forment le capital, exercent une influence sur Facebook, c'est une entreprise familiale. Oracle, Toyota, Nike, Volkswagen, et pas uniquement BMW, Fiat, Peugeot, toutes les marques, plusieurs marques internationales, c'est des entreprises familiales. Quand on a essayé de sélectionner les entreprises familiales, objet de l'enquête en Tunisie, qui, comme je viens de le dire, c'est une première, eh bien, on a trouvé 3 catégories. On a trouvé des groupes qui, on le sait bien, c'est des groupes familiaux, c'est des entreprises familiales, mais qui ne s'affichent pas, qui ne communiquent pas comme étant des entreprises familiales. On a trouvé d'autres groupes qui disent, oui, on est familier sur certains projets, mais c'est pas totalement, on n'est pas trop familier. Il y a d'autres qui s'affichent à 100%, ils disent, voilà, c'est un projet familier, on est à 100% groupe familial. Et donc, heureusement que la Tunisie est trop petite, donc on sait ce que sont où retrouver ces groupes familiaux. Et grâce donc, à cette spécificité du tissu entrepreneurial tunisien, eh ben, on a pu interviewer pour la première fois 18 dirigeants
d'entreprises qui appartiennent à 13 groupes familiaux en Tunisie. Jamais une enquête a été conduite sur un échantillon aussi large. On a essayé évidemment de voir la vision des hommes et des femmes. On a également essayé de voir, parce que la transmission c'est comme un spectre, tout dépend de quel angle vous êtes en train de le voir. Donc on a essayé de voir la vision de la troisième génération, mais aussi la vision de la deuxième génération. Donc le 1/3 des interviewés, c'est la troisième génération. Et ce que nous avons constaté, c'est que 50% de la troisième génération s'occupe du développement. Donc il y a une volonté d'injecter du sang neuf dans le groupe familial. Donc 50% de la troisième génération sont impliqués dans le développement, dans le sang neuf des groupes familiaux pour une nouvelle énergie, une nouvelle vie, un nouveau lancement pour le groupe familier. 62% des interviewés ont déjà réussi le passage de la première à la deuxième génération. Généralement, les entreprises et les groupes qui sont créés avant 1960 jusqu'à 1970, mais il y avait 38% qui sont encore en phase de préparation de la première à la deuxième génération. Si aujourd'hui on discute du passage deuxième, troisième génération, ça ne va pas dire qu'on a clôturé le passage première, deuxième génération. On est toujours en phase et il y a toujours des entreprises qui sont en train de préparer. Mais si on arrive à mettre la lumière sur les spécificités, sur les pièges à éviter pour le passage deuxième, troisième génération, certainement on aura de bonnes pratiques pour faire réussir plus fluidement le passage première, deuxième génération. Ce que nous avons constaté également, qu'il y a 40% des groupes familiaux exercent une activité industrielle au sein du groupe. Donc c'est vrai, le groupe peut avoir plusieurs activités, il est donc dans le commerce, dans les finances, dans l'agriculture, distribution, mais 40% des groupes familiaux exercent une activité industrielle au sein du groupe. Et on a constaté une ouverture capitalistique très timide. 28% ont une ou plusieurs filiales du groupe familier coté à la bourse de Tunis. On est tous d'accord que la transmission est un vrai challenge. Et quand on a posé quels sont les freins majeurs à la transmission familiale, eh bien, on était un peu surpris parce que 94%, malgré qu'il y avait des réponses à choix multiples, eh bien, ils ont dit autre. On a d'autres freins à la transmission. Et c'est ce qui confirme que chaque entreprise, chaque groupe familier a ses propres spécificités, a les insights, a ses propres contraintes, ses propres problèmes. Il n'y a pas quelque chose de commun. Donc, c'est un sujet sensible, certes, mais qui dépend des caractéristiques intrinsèques de l'entreprise familiale. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'on a une vision. On sait comment il faut procéder. Donc, 28% ont répondu qu'il faut identifier le bon repreneur. C'est la première réponse. Ensuite, il faut inculquer à la troisième génération les valeurs de la famille, la culture entrepreneuriale de la famille, donc transmettre un projet et des valeurs, et ensuite viennent les outils d'échange entre actionnaires, les règles de bonne gouvernance, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des caractéristiques propres à chaque groupe, mais chaque groupe a sa vision du processus à suivre pour faire réussir la transmission. Est-ce que nos entreprises familiales sont bien préparées à la transmission? Eh bien, malheureusement, non. 72% demeurent insuffisamment préparés à la transmission. Donc, il n'y a pas de plan de transmission défini. 39% ont répondu non, on n'a rien. 33% oui, on a un plan de succession, mais il est informel. Et 28% uniquement ont pu mettre en place ce plan de succession formel à travers des outils d'échange entre actionnaires, comme on vient de le dire, les pactes d'actionnaires, les chartes de famille, les règles de gouvernance, la formalisation d'un projet de valeur, mais 72% n'ont pas un plan de succession, un plan de transmission. Pourquoi? Parce que 68% n'ont pas encore creusé le sujet de la transmission à la troisième génération. On n'a pas encore débattu de cette question entre membres de la famille. Donc 44% ont répondu oui d'une manière insuffisante, 34% ont débattu de cette question et 24% non. Donc on est sur une proportion de 68% qui n'ont pas encore creusé le sujet de la transmission à la troisième génération. C'est quoi la crainte? C'est la vision partagée. C'est qu'on craint ne pas avoir une vision partagée entre frères et sœurs, raison pour laquelle
on n'est pas en train de débattre de cette question entre familles. Et puis, une caractéristique, c'est qu'il y a un flou sur la durée nécessaire pour tout le processus de transmission. Personne n'a pu estimer la durée nécessaire pour réussir, la durée nécessaire pour transmettre à la troisième génération. Mais ce qui est remarquable en Tunisie, c'est qu'on a toujours un plan B. C'est vrai que tout n'est pas préparé, on n'a pas un plan, on n'a pas quelque chose qui est tracé. On a une vision, mais on a un plan B si jamais ça arrive. Et puis, quand on a posé quelles sont les priorités du groupe familiaux dans les 5 prochaines années, eh bien 72% ont répondu développement de l'entreprise. Et pourtant, on discutait de la transmission des entreprises. Et ce pourcentage ne doit pas nous surprendre parce que, quelque part, c'est logique. Parce que si on arrive à faire du chiffre, à créer de la croissance, de la valeur, etc., donc on peut contenir tout le monde et il y aura de la place pour tout le monde. Donc la croissance est un élément important pour réussir la transmission familiale. Les enjeux de la transmission, on a constaté que 61% sont très bien imprégnés de la culture entrepreneuriale familiale et ça c'est un élément déterminant pour réussir la transmission. Mais attention, il y a 17% qui ont rejoint les projets familiaux par obligation. Et là, il faut faire attention parce que si on fait quelque chose non pas par amour, eh ben, il y a le risque d'échec. Et ils sont quasiment unanimes que la reprise des projets familiaux est une responsabilité extrêmement lourde, nécessitant des expériences loin du cadre familial. Tous ont soulevé la nécessité d'avoir une expérience en dehors du groupe familial avant de rejoindre l'entreprise familiale. La nécessité d'avoir une expérience parfois internationale avant d'intégrer le groupe familial. 56% donc, ont insisté sur ça. L'élément déterminant dans la transmission de l'entreprise, eh ben, c'est la continuité des affaires familiales. C'est un élément déterminant dans la transmission. Et 61% pensent que la reprise des projets familiaux doit être méritée. Alors, comment mesurer ce mérite? Comment préparer la troisième génération? Quelles sont les différences de vision entre la deuxième et la troisième génération? Et là, je cède la parole à Majdi Hassan pour continuer la présentation. Je vous remercie. Merci Mohamed. Donc, on va continuer avec les critères. Donc, je voulais rappeler que ça a été un ensemble d'interviews. Ce n'est pas une enquête, mais c'est un ensemble d'interviews qui ont été faites en face-to-face avec des décideurs de la deuxième et la troisième génération. Et le problème qui se posait, si on revient, c'est quels sont les critères pour la reprise du management au niveau des entreprises familiales. La transmission d'entreprise est souvent liée à une controverse qui va reprendre le flambeau et on retrouve un élément qui a été partagé par la deuxième et par la troisième génération, c'est que il y a le sujet, il est ouvert, ça peut être une reprise du management soit avec un manager qui est extérieur à l'entreprise ou bien par un membre de la famille élargie. Donc, mais sur quels critères? Et il y a un partage que le choix du repreneur sur le plan du management, ça doit être sur le critère de la méritocratie. Donc, c'est un élément qui a été partagé par la deuxième et la troisième génération des différents groupes qui ont été interviewés. Donc, ça a été la méritocratie. Donc, il faudrait que le repreneur, qu'il soit extérieur à la famille ou bien qu'il soit un membre de la famille, qu'il mérite la place. Et toute la question, comment mesurer le mérite et comment l'évaluer. Donc, le point qui est important, c'est pour la troisième génération, il faudrait soit la préparer pour qu'elle occupe un poste au niveau de l'entreprise, ou bien qu'elle occupe un poste au niveau de l'entreprise, au niveau de la propriété, donc qu'elle soit actionnaire. Et qu'est-ce qu'on a trouvé que maintenant, à travers les interviews qu'on a effectuées, que uniquement 33% de la troisième génération, ils ont un rôle au niveau des entreprises familiales. Donc, ils sont soit au niveau du management, soit au niveau du conseil d'administration. Et pratiquement les 2/3 ne sont pas encore au niveau de l'entreprise familiale. Un autre élément aussi important,
Donc, si on voit en termes de la préparation de la troisième génération, c'est que on retrouve que au niveau du management, donc pratiquement le un tiers qui est présent, ils sont présents 70% au niveau du management, mais ils commencent à peine maintenant à avoir une présence au niveau du conseil d'administration. Aussi, à travers les informations recueillies par les différents groupes, maintenant la deuxième génération, elle commence à avoir un rôle plus important et être au niveau du conseil d'administration et de se désengager petit à petit du management, donc soit particulièrement par céder la place à un management professionnel. Et la deuxième génération, maintenant, elle se retrouve plus au niveau de conseil pour tout ce qui est décision stratégique. Ils ne sont pas au niveau de la gestion courante de l'entreprise. C'est un phénomène que lorsqu'on a vu qui commence à s'installer et lorsqu'on a vu les interviews, donc ces décisions-là et cette tendance, ça a commencé pendant les 4-5 dernières années. Donc il y a de plus en plus des gens de la deuxième génération qui sont en train de s'occuper plus de tout ce qui est décision stratégique et déléguer la gestion courante de l'entreprise à un management qui est externe à la famille. Donc, préparer la transmission. Pour préparer la transmission, donc, un autre point que j'ai voulu mentionner, que lorsqu'on a vu la troisième génération, il y a une particularité, peut-être parce qu'on a vu le nombre ça concernait uniquement 13 groupes, mais 100% de la troisième génération, ils ont suivi des formations, une éducation à l'international. Donc, soit au niveau du troisième cycle, soit depuis le début, mais particulièrement, donc, ils ont tous une ouverture à l'international. Et un autre élément aussi, peut-être qui va influencer, que 40%, ils ont suivi une éducation qui n'est pas liées à l'activité de l'entreprise. Donc, ce ne sont pas une activité de management, d'ingénierie, etc. Ils ont suivi une éducation qui n'est pas liée à l'activité propre de l'entreprise. Voilà. Pour la vision de la transmission, on a essayé de voir s'il y a quelle est la différence entre pour la deuxième et pour la troisième génération. Pour la deuxième génération, principalement, leur souci en termes de pérennité, donc ils ont un plan de succession qui est pratiquement informel pour la majorité des cas. Donc il y a toujours le plan B. Donc si quelque chose se passe, donc nous avons un plan B qui n'a pas été partagé, qui n'est pas écrit, mais il y a le plan B. Pour la troisième génération, ils sont pour plus d'ouverture. Ça, c'est une tendance qu'on a remarquée. Ça veut dire qu'ils sont pour une ouverture sur l'extérieur, pour une ouverture du capital, pour que l'entreprise soit cotée, pour qu'elle soit ouverte à un partenariat stratégique, à l'international. Donc, il y a vraiment cette tendance d'ouverture sur l'extérieur du groupe, elle est plus partagée et confirmée au niveau de la troisième génération. Si on voit en termes de développement, la deuxième génération, elle voit le développement de l'entreprise, principalement par la consolidation de l'entreprise et la diversification. La troisième génération, elle voit qu'elle peut apporter un plus pour la troisième génération, principalement par la communication, par la créativité et par la transformation digitale. Et d'ailleurs, parmi les propos que j'ai retenus, donc, il y a quelqu'un de troisième génération qui a dit que j'ai une vision pour gérer l'entreprise autrement. Donc, ça veut dire que maintenant, peut-être qu'il y a un petit gap générationnel qui est en train de s'installer, parce qu'on voit que la deuxième génération est une deuxième génération qui est toujours présente avec nous à l'ISAE, donc qu'elle essaye d'être up-to-date, mais la troisième génération, elle est en train de voir que peut-être elle peut gérer l'entreprise donc autrement. Donc, le gap générationnel, il est en train peut-être de s'installer. Donc, c'est voulu juste mentionner ce point-là. Préparer la structure. Est-ce que la structure, elle est préparée ou non? Donc, on a vu que 76%, donc c'est un groupe d'entreprises, et uniquement, donc pour les groupes familiaux d'entreprises familiales, uniquement 23% qui sont constitués sous forme de holding. Donc, mais pour les autres, ça peut être un groupe, mais c'est un groupe d'entreprise, mais ce n'est pas constitué sous forme de holding et structure classique. Quelles sont les bonnes pratiques qu'on a constatées? Donc, on a vu l'expérience internationale, on a vu quelles sont les bonnes